La musique et le cinéma ont toujours entretenu un lien ultra fort. Tout un pan du cinéma est constitué de films musicaux, les fameuses comédies musicales. Mais parmi ces films musicaux, il existe aussi une autre catégorie, les films sur la musique. Des films qui restent donc majoritairement dans une certaine réalité, à l'inverse donc des comédies musicales où les numéros paraissent totalement fantasmés et irréels. Et actuellement, un réalisateur est en train de dédier l'ensemble de son œuvre à ces films sur la musique. Une œuvre où l'amour de la musique déborde de chaque photogramme de ses 3 premiers films, et ce réalisateur, c'est John Carney. Et avant de continuer, je dois rapidement faire un petit disclaimer. Avant de faire cette vidéo, je ne me suis pas renseigné sur l'entièreté de la carrière de John Carney, et ce que je pensais de son premier film Once est en fait son 4e film. Donc tout ce que je vais dire sur l'ordre des films n'est pas bon, mais ça ne change pas l'amour que je leur porte. Voilà. Et aujourd'hui, en se penchant sur son 2e film, New York Melody, on va analyser sa manière de communiquer par la musique. L'histoire de New York Melody est celle de la rencontre entre Dan, un producteur de musique au fond du trou, et Greta, une compositrice qui vient de rompre avec Dave, un chanteur en plein boom. Ensemble, ils vont décider d'enregistrer un album dans les rues de New York. Un enregistrement sauvage pour retrouver une sincérité et une simplicité qu'ils ne retrouvent plus eux dans l'industrie musicale actuelle. Cet enregistrement va servir de nouveau départ à l'un et l'autre, leur permettant de confronter leurs problèmes et de réussir à aller de l'avant. Dans le film, la musique représente l'état d'esprit des personnages. Dan est en dépression car il ne trouve rien de nouveau qui le stimule musicalement. Cet état d'esprit est présenté dans cette séquence où il écoute des démos qu'on lui envoie pour espérer être signé. Ces musiques médiocres l'énervent et le rendent malheureux. A l'inverse, l'initiative qu'il prendra avec Greta sonnera comme une renaissance et l'épanouira. Mais le film va beaucoup plus loin dans cette démarche, utilisant la musique comme médium pour communiquer les moments pivots de l'histoire. Comme avec cette séquence où Greta, simplement en écoutant le morceau A Higher Place, que Dave vient d'enregistrer à Los Angeles, comprend qu'il l'a trompé. Greta décrypte sa chanson et perçoit donc la vérité derrière. Aucun dialogue n'est nécessaire à ce moment-là, la musique parle à la place de Dave. Ceci se reproduira à la fin du film où Greta écoutera le morceau Lost Stars, réarrangé par Dave pour le rendre plus populaire. Elle comprendra que Dave ne voit plus cette chanson comme un lien qu'il a avec elle, qui représentait donc leur amour, mais comme une opportunité de plaire au public. Greta, en écoutant sa chanson faire danser le public de Dave, réalisera donc qu'elle n'a plus rien à faire avec lui. Il a dénaturé leur histoire en dénaturant leur chanson. Et globalement, les personnages du cinéma de John Carney n'arrivent absolument pas à communiquer autrement qu'en musique. Donc quand Greta a besoin d'exprimer à Dave ses sentiments suite à son adultère, elle le fera par l'intermédiaire de la chanson Like a Fool, laissée sur son répondeur. Et la chanson A Step You Can Take Back, qu'elle chante au début du film, sonne comme une forme d'exutoire pour exprimer ce qu'elle a subi face à la tromperie de Dave. Cette nécessité de communication musicale était déjà présente dans le premier film de Carney, Once, avec notamment cette scène où le personnage interprété par Glenn Hazard, qui n'arrive pas à parler de son traumatisme amoureux, va réussir en le mettant anodinement en musique durant un voyage en bus. I fell in love with an Irish girl, she took my heart. Et cette expression par la musique sera également tout le propos de Sing Street, le 3e film de John Carney, film qui conclut pour le moment la trilogie musicale de Carney. Dans Sing Street, Connor, un adolescent, va prétendre être dans un groupe de musique pour aborder une fille et lui demander de tourner dans leur clip. Et vu qu'elle va accepter, il sera donc contraint de monter ce groupe de musique. Il finira par déclarer sa flamme à cette fille par l'intermédiaire des différentes chansons du groupe, et globalement, c'est la musique qui va réussir à lui permettre de trouver son identité. Il affirmera son look, il n'aura plus peur du bully de l'école qui le harcelait au début du film, et il réussira même à s'opposer par le biais de la chanson Brown Shoes au directeur de son école. Un ignoble religieux qui martyrisa Connor car il n'avait pas de chaussures noires, et qui lui avait foutu la tête dans l'évier pour lui enlever le maquillage qu'il avait sur le visage. Cette chanson sert donc de règlement de compte à Connor. C'est par ce biais qu'on fait passer la place qu'occupe la musique pour les personnages dans un film. C'est en axant toute la dramaturgie autour de ces chansons.
et pas juste de placer des séquences musicales. Un des conflits principaux de New York Melody se trouve dans la relation entre Dan et sa fille Violette, une adolescente qui se cherche et dont le père en pleine dépression n'est plus le modèle dont elle a besoin. John Carney mettra en scène la réconciliation des deux uniquement par la musique. Durant cette séquence d'enregistrement sur un toit, Dan invite sa fille à jouer de la guitare sur une des chansons. Le reste du groupe va pousser Dan à jouer de la basse sur cette même chanson. Et c'est donc pendant cette jam que le père va se faire pardonner par sa fille, et que sans qu'ils aient besoin de parler, ils se disent qu'ils s'aiment. Car finalement, les personnages des films de John Carney dialoguent en musique. Dans le film, Dan raconte que le premier rendez-vous qu'il a eu avec sa femme, il a juste parcouru New York avec un Discman et 2 paires d'écouteurs. Ils n'ont pas eu besoin de parler autrement que par la musique qu'ils écoutaient. Une scène que Dan va reproduire avec Greta, mais sans séduction, juste pour partager cet amour commun de la musique. Cette séquence sera d'ailleurs un écho à cette séquence de Once, où la femme pose des paroles sur une mélodie qu'elle écoute sur un Discman alors qu'elle marche dans la rue. Ces deux films ont énormément de parallèles. Ils parlent d'une rencontre par la musique de 2 personnes perdues, d'un amour mutuel totalement platonique, uniquement centré autour de la musique, et qui permettra au personnage de se reconstruire après une relation passée aussi traumatisante qu'inspirante. On est quasiment sur un soft remake. Carney fait aussi souvent le lien entre souvenir et musique, où comme l'odeur de la Madeleine de Proust, une musique peut nous replonger dans le passé. Et il jouera de ça dans 2 séquences. Celle où Greta visionne des vidéos de sa relation avec Dave pour justement permettre à la narration de revenir en arrière, et ce visionnage va donc inclure la chanson Lost Star, qui deviendra la chanson que Dave va dénaturer pour en faire un hit. Et dans Once, Glenn Hazard se replonge dans les souvenirs de sa relation passée et utilise les émotions que ça lui éprouve pour composer. Un parallèle qu'il réutilisera de manière positive dans Sing Street, où Connor composera Up en pensant à Rafina qu'il espère conquérir. La musique est le traducteur des émotions des personnages. Carney utilise aussi la mise en scène pour refléter les différentes perceptions qu'on a d'une même chanson. Quand Greta joue A Step You Can Take Back au début du film, la magie n'est pas là. Elle est triste à cause de sa rupture récente, et nous découvrons cette chanson comme elle se perçoit. Inimportante, peu passionnante. Les sons de la salle sont audibles. On perçoit le malaise de sa prestation sans que ceci ne soit particulièrement exagéré, mais il n'y a pas de magie. Alors que quand Dan découvre cette même interprétation, il vit ça comme une illumination. Il perçoit justement la magie invisible aux autres. Son métier de producteur est directement mis en image par le fait qu'il entende des notes qui ne sont actuellement pas jouées. Il imagine les notes de l'arrangement qu'il ferait s'il produisait cette chanson. Et Carney a une sublime idée de mise en scène pour illustrer ça. Il donne vie aux instruments présents sur scène qui vont accompagner Greta tout seul. On visualise totalement comment Dan vit cette musique. La magie opère. Cette magie musicale, Carney va l'expérimenter dans Sing Street, notamment durant la création de la chanson Up, que Carney va filmer en plan séquence. Ce plan séquence jouant d'une temporalité fantasmée, où tout au long d'un plan circulaire on passe du soir au jour, et où des membres du groupe apparaissent et enrichissent la chanson de leurs instruments. On assiste à la naissance d'un morceau, le temps d'un plan. Et le crescendo musical est parfaitement intégré à la mise en scène. Ces séquences montrent l'évolution de la mise en scène de John Carney comparée à la sobriété de ses débuts dans Once. Dans ce film, il filme la gestation du morceau Falling Slowly en temps réel. La chanson est créée pendant une longue séquence où les 2 personnages principaux squattent un magasin de piano le temps de la jouer en duo. Carney prend le temps de filmer l'homme expliquer les accords des différentes parties à la fille, avant de leur faire jouer la chanson. C'est, je pense, cette prise de temps qui donne cette authenticité à la musique dans Once. On vit au rythme de la découverte de celle-ci, sans tricher. Cette sincérité va évidemment de pair avec l'interprétation de Glenn Hazard et de Markéta Irglová. Et tout ceci font que 2 personnes filmées avec une caméra bas de gamme suffisent à créer un moment de cinéma magique. Le film remportera d'ailleurs l'Oscar de la meilleure chanson pour la musique, Falling Slowly. Once fonctionne parce qu'il y a une cohérence totale entre le film et ce qu'il raconte. C'est un tout petit film, il a été réalisé pour 180 000 $. Il est tourné avec une caméra DV bas de gamme, très loin des standards de l'époque. C'est un film fauché, mais passionné. Et justement, il parle de musiciens fauchés, mais passionnés. En somme, John Carney, quand il réalise Once, il ressemble beaucoup au personnage de Glenn Hazard dans son film.
Sauf qu'au lieu d'avoir une vieille guitare trouée avec laquelle il s'exprime, c'est avec une caméra Canon XL2. Il y a d'ailleurs une séquence qui représente totalement l'effet que fait le film. Au moment d'enregistrer la première chanson dans le studio, le technicien pense avoir affaire à une bande de pecnos, car le groupe est composé de chanteurs de rue qui n'ont jamais rien enregistré dans un studio. Donc il ne les prend pas du tout au sérieux. Mais il va rapidement être conquis par la sincérité et la dévotion du groupe. Comme le spectateur face à un film qui semble être un film un peu fait à l'arrache, mais qui est forcément emporté par la sincérité du film. Et ce que j'admire chez Carney, c'est que même avec plus de budget sur ses films d'après, il va conserver cette modestie et cette sincérité pour la musique. New York Melody est une ode à la simplicité musicale, opposant une star qui enregistre en studio avec des dizaines de techniciens, à une chanteuse qui enregistre directement dans la rue. Et donner le rôle de la pop star à Adam Levine, le chanteur des Maroon 5, accentue encore l'homogénéité du projet. Il représente d'office l'industrie musicale que critique Carney et assoit donc la sincérité et la simplicité des personnages de Dan et Greta. Et pareil pour Sing Street. En ayant décidé d'aborder l'Irlande de son adolescence, celle des années 80, on perçoit dans le film ce doux mélange de nostalgie et de fantasme, ce qui offre évidemment au film une fraîcheur et une sincérité irrésistibles. Et on perçoit dans ces adolescents qui tournent des clips de manière amateur dans Dublin, le futur Carney qui va donc filmer Once de manière quasi amateur dans Dublin. Cette trilogie prouve qu'en cinéma et en musique, on peut réussir à composer des grandes chansons dans sa chambre, avec son père, ou avec sa mère qui nous apporte du thé pendant qu'on compose avec les copains, comme on peut faire un grand film avec un caméscope bas de gamme. Qu'on peut donc tourner un film à l'arrache dans les rues de Dublin, comme on peut enregistrer un album de musique dans les rues de New York, à partir du moment où on y croit, et qu'on le fait par amour. Par amour de la musique, par amour du cinéma, ou par amour des deux. Si vous aimez ce lien entre musique et cinéma, je vous invite à regarder ma vidéo sur Marilyn Monroe, qui traite un peu de la manière dont Marilyn Monroe a été mise en scène, notamment dans ses numéros musicaux. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à mettre la petite cloche si c'est pas déjà fait. Vous pouvez la partager sur les différents réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. Et évidemment, mettez-moi un petit commentaire histoire d'enrichir un peu la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!